Bonjour à tous. Euh, Mon nom est Michel Perrault. J'ai le plaisir de présenter le premier, d'une part parce que j'étais prêt et ensuite parce que je suis le plus beau. Euh, J'aimerais d'abord saluer les gens qui nous voient à distance et qui vont participer à cette présentation. On nous a donné comme instruction de parler un peu plus lentement que d'habitude ou de manière plus articulée. Alors, bonne chance à notre ami traducteur. Et si on voit qu'il est en crise à mi-chemin, on a des antidépresseurs et anxiolytiques amplement. On va essayer de garder un œil bienveillant sur vous. Je n'aimerais pas avoir à traduire ce que je viens de dire, ce qui est fait un peu. Alors, chers collègues, euh, l'objectif de la présentation, et c'est un peu le point qu'on fait dans le colloque, c'est regarder il y a 4 ans comment ça se passait, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4 dernières années, faire le point, puis se projeter dans le futur. Euh, Hier, à l'ouverture, on a vu avec la lecture du plan d'action, le retour de Marie-Claude sur la situation, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été effectuées en 4 ans, tout spécialement en ce qui touche les traitements et la situation qui entoure les opioïdes. Aujourd'hui, nous avons 4 présentations qui font un retour sur différents aspects de cette situation. J'espère que je vais activer. Ah, que je suis bon. Alors, vous allez avoir Léonie qui va parler de. En fait, j'ai encore mieux de nous quatre. Alors, il y a Léonie qui coordonne un programme de recherche et de formation croisée qui touche aux opioïdes. Il y a Guillaume qui va nous parler du programme Profane, qui est un programme de pairs qui font de l'intervention, de la formation en ce qui a trait aux surdoses. Et il y a Marie-Ève Goyer qui est connue internationalement sur la question des opioïdes. On soupçonne qu'elle en fabrique elle-même, parce qu'elle couvre tous les angles. Alors, on se dit peut-être que même il manque juste la vente et la distribution. Alors, j'espère que ce n'est pas enregistré parce que je pense que c'est probablement avant que je puisse être jugé. Bon, alors, les 4 dernières années, ça je viens de le dire, et là vous avez un magnifique graphique qui nous situe avec le contexte où on a 3 éléments principaux si vous regardez le haut de cette magnifique diapo. On a la restructuration. Si on regarde depuis 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du contexte? On a la question de la restructuration des services qui était toujours présente, même si ça s'est fait en 2015. On a eu des changements, des réformes et tout ça. On vit avec cette situation-là. On tente de s'ajuster. Le roulement de personnel, les problèmes de personnel aussi. La crise des surdoses qui, on ne dirait pas crise au Québec, mais disons le problème des surdoses qui est là, qui est toujours là et qui ne veut pas s'en aller. La pandémie nous l'a accentué. Puis on a la question de la COVID qui est venue s'ajouter. Une crise peut en cacher une autre. La COVID s'est manifestée aussi. Dans la recherche, en fait, nos projets, on a la volonté d'améliorer l'offre de services qui existait il y a 4 ans. On a examiné requis de service, on a examiné, on a examiné les besoins de formation, on a examiné la question des besoins selon les différents profils d'utilisation. Ensuite, et Léonie va vous parler de cet aspect-là, on a eu une étude de faisabilité sur un traitement par injection et on a eu l'implantation d'un programme par injection agoniste que Marie-Ève va nous parler. Et en ce qui a trait au transfert des connaissances, ce que je disais, Léonie va nous parler de l'évaluation des besoins pour le traitement d'utilisation des troubles d'usage d'opioïdes, les activités de formation croisée qu'on a montées et le déploiement du programme Profane que Guillaume va traiter. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça, mais il est trop tard, c'est fait. Alors, merci. Dans le programme des formations croisées, juste vous dire qu'il y a des choses qui existent qui sont, si vous allez
sur formationcroisée.com, vous allez voir, il y a des choses, il y a une formation en ligne qui est là, qu'on a montée, qui est toujours là. Vous pouvez aller consulter en pièces détachées ou tout si vous voulez, une reconnaissance des heures, là, vous pouvez aller www.formationcroisée.com, pas d'accent. Alors, dans ça, il y a même un événement qu'on a monté il y a une semaine ou deux sur les organismes à Montréal qui offrent des services en lien aux opioïdes, ce qu'on appelle les rencontres virtuelles. Alors, il y a sur les troubles liés, on le voit ici, liés à l'usage d'opioïdes, le continuum de services aux personnes. Alors, allez voir sur le site. Ce sont des choses qu'on a montées dernièrement. Et on projette aussi de poursuivre dans cette voie-là. Je crois que j'ai même gagné 1 minute. Donc, je vais vous raconter quelques blagues. Non? OK, excusez. Personne utilisatrice d'opioïdes. J'invite Léonie à nous parler. Je m'excuse, c'est stress. Léonie, tu pourrais nous parler des personnes utilisatrices d'opioïdes et des différents profils. Merci à vous. Merci, Michel. Je vais essayer de trouver quelque chose d'intelligent à dire sur le sujet, là, comme ça. En fait, le contexte d'émergence de cette étude-là, c'est qu'en 2016, je vous mets la diapo, c'est la reconstitution historique de cette fameuse journée de 2016. En 2016, Michel et moi, on travaillait avec le CRAN pour établir le requis de service en traitement du trouble de l'usage des opioïdes. Et à travers ce travail-là, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement 44% des personnes qui présentaient un trouble de l'usage des opioïdes à Montréal qui recevaient un traitement pour ce trouble-là. Et à ce moment-là, les listes d'attente étaient presque vides pour recevoir un traitement. Alors, tout le monde se demandait, bien, où sont donc les 56% de personnes qui ne reçoivent pas de traitement? Et puis, à force de discuter, là, comme vous le voyez sur la reconstruction, l'idée a fait son chemin que peut-être les services ne rejoignaient pas certaines populations. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un devis de recherche mixte pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et dans ce projet, là, on a la chance d'avoir des co-chercheurs prestigieux comme Karine Bertrand, Didier Jutras-Assouad, Marco Martel, projet dirigé par Michel Perrault. Donc, ce qu'on a fait dans ce projet-là, on est allé colliger des données sociodémographiques et cliniques dans 296 dossiers de patients du CRAN à leur admission pour la période 2017-2019. On a utilisé ce qu'on appelle une analyse de classe latente. Et c'est une sorte d'analyse statistique qui fait émerger des sous-types d'individus qui affichent des patrons de caractéristiques similaires. En fait, ça regroupe ensemble les individus qui ont des profils d'homogénéité au niveau de leurs caractéristiques. Et après, on est allé faire 48 entrevues auprès de personnes qui ont un trouble de l'usage des opioïdes pour distinguer notamment là, différents besoins ou différentes préférences en fonction de ces profils-là. Qu'est-ce que ça nous a donné, tout ça, en termes de résultats? D'abord, le modèle statistique a fait émerger 3 profils à partir des dossiers qu'on a étudiés. Le profil 1 est caractérisé par une probabilité plus élevée que les autres d'avoir de nombreuses comorbidités, de nombreuses difficultés au niveau psychosocial, des vulnérabilités psychosociales, disons-le comme ça. Donc, ils ont une probabilité plus élevée que les autres de consommer plusieurs substances, d'avoir déjà fait une psychose, d'avoir un trouble de la personnalité, d'utiliser par injection, d'avoir des ITSS, d'avoir déjà fait des surdoses, d'être en situation d'itinérance, d'avoir des antécédents judiciaires et de faire le travail du sexe. Le modèle statistique nous dit que le deuxième profil qui a été identifié est plutôt caractérisé par une probabilité plus élevée que les autres d'être en emploi et donc d'avoir une stabilité psychosociale un peu plus élevée. Et le profil 3 est plutôt caractérisé par une probabilité plus élevée que les autres d'avoir de la douleur chronique et d'être plus âgé. Maintenant, on s'est demandé, est-ce que ces profils statistiques qui ont émergé se traduisent en profils qualitatifs quand on veut vraiment rencontrer des personnes dans la vraie vie? Alors, la réponse courte pour aujourd'hui, parce que je n'ai que 10 minutes, c'est oui, dans la mesure où les personnes en situation d'itinérance répondaient assez bien aux caractéristiques du profil 1. Ceux qui avaient de la douleur chronique correspondaient généralement assez bien aux caractéristiques du profil 3
et les autres qui n'étaient pas en situation de grande désaffiliation sociale et qui n'étaient pas en douleur chronique correspondaient de manière générale assez bien au deuxième profil statistique. Et ce que je veux vous transmettre comme message aujourd'hui, c'est vraiment la parole des participants à l'étude, parce que c'est ce qu'ils m'ont demandé de faire et c'est ce que je leur ai promis que je ferais en ce qui concerne leurs recommandations pour améliorer les services et aussi, surtout, ce qui a eu une influence positive sur leur parcours. Alors, pour les personnes qui se classent dans le profil 1, donc le profil plus vulnérabilisé, plus désaffilié, ils m'ont dit que ce qui les aidait, c'est quand les soins et services sont accompagnés d'une réponse à leurs besoins de base. Par exemple, en plus d'offrir des soins et services, un sandwich ou une référence pour aller dormir, disons que ça aide à s'engager dans une démarche de traitement. En contrepartie, ils évoquent pas tellement les enjeux d'accès, peut-être parce que justement à Montréal, ils ont accès à des services qu'on appelle ou qu'on appelait jusqu'à maintenant les services à bas seuil d'exigence. Donc, l'aspect accessibilité n'était pas tellement un enjeu pour eux. Par contre, les profils 2 et 3, pour eux, la question de l'accès était super importante. Pour le profil 2, c'est un enjeu qui tourne beaucoup autour des délais d'attente pour accéder aux services, alors que pour le profil 3, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'offre de services en dépendance parce qu'ils ont développé un trouble de l'usage des opioïdes en contexte de douleur, ce n'était pas tant une question de délai d'accès, c'était une question qu'ils ne savaient pas où s'adresser, ils ne savaient pas à quelle porte frapper et ils se cognaient le nez à de nombreuses portes dans les services de première ligne avant de se faire orienter vers les bons services puis de recevoir de l'aide. Après, il y a toute la question de l'attitude des professionnels qui a été beaucoup évoquée par les participants. Parce que quand je demandais aux participants à l'étude qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre parcours de recherche d'aide, j'ai eu énormément de réponses si simples comme la gentillesse de telle personne, le respect que telle équipe m'a témoigné, c'est l'empathie de tel intervenant. Et puis si on regarde l'importance que ces réponses-là ont dans l'ensemble du corpus de verbatim, c'est aussi important que la prescription d'un traitement par agoniste opioïde. Ça ne se manifestait pas de la même manière pour tous les profils, par exemple. Par exemple, chez les personnes plus désaffiliées, le profil 1, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est « il faut que je sente que les intervenants aiment leur travail ». Chez les personnes du profil 2, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est la question de la confiance mutuelle, être capable de se faire confiance, se dire les vraies choses et être accepté dans ce qu'on vit réellement. Et chez les personnes du profil 3, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est à quel point ils ont été soulagés quand ils ont enfin frappé à la bonne porte et qu'ils ont été accueillis chaleureusement, puis avec compassion dans toute la souffrance qu'ils avaient, notamment par rapport à leur douleur, après avoir été beaucoup rabroués. L'attitude, c'est important, mais la prescription, ça arrivait à égalité avec l'attitude, comme je viens de vous dire. Et puis, parmi les expériences positives au niveau de la médication, c'est surtout le profil 1 qui m'a parlé en termes d'expériences positives de tout ce qui est nouvelles approches pharmacologiques, comme la morphine à libération lente, l'approvisionnement plus sécuritaire ou le TAO injectable. Chez les personnes du profil 2, qui sont plus stables au niveau psychosocial, qui n'ont pas de douleur chronique, c'est la méthadone qui était le plus souvent nommée comme étant une expérience positive de traitement par agoniste opioïde, alors que chez les participants du profil 3, avec de la douleur chronique, c'était surtout la buprénorphine qui arrivait en tête des expériences positives. Et je termine en vous disant deux choses. La première, c'est qu'on fait actuellement une série d'entrevues avec des professionnels montréalais pour trianguler toutes ces informations-là. Si jamais vous travaillez auprès d'une clientèle ayant un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes, vous pouvez m'appeler, on verra si vous correspondez aux critères d'éligibilité, mais si ça vous tente de communiquer avec moi, ça me ferait bien plaisir de vous entendre. Et je pense que à la lumière de ces résultats-là, les défis à relever pour les 4 prochaines années, à mon avis, vous les voyez à l'écran. Donc, pour tous les profils, miser sur la relation thérapeutique, puis élargir les options pharmacologiques en soutenant une prise de décision éclairée par rapport à ces options-là. Et en particulier pour le profil 1, répondre aux besoins de base. En particulier pour le profil 2, faciliter l'accès aux bons services au bon moment. Et en particulier pour le profil 3, faciliter l'accès et la continuité des soins et services pour pas que les personnes qui sont moins familières avec l'offre de services en dépendance tombent dans les cracks de l'offre de services.
Je pense que ça fait le tour. Je vais passer, la parole à mon collègue. J'ai failli à ma tâche tantôt. Je veux juste dire, Léonie, elle est doctorante à l'Université de Sherbrooke et elle est aussi coordonnatrice de recherche au centre de recherche de l'Institut Douglas. Et, merci, et Guillaume, qui est coordonnateur à Profane et qui travaille à Métadame et qui est responsable du programme que je vous ai rapidement décrit là, sur les surdoses, qui est de formation, qui est plus que la formation. Il va vous en parler lui-même. Alors, je peux sur quoi, là, tu y vas comme ça. Okay. C'est bon? Oui, merci. Merci, Michel. Merci, Léonie. Merci à vous. Moi, je vais vous parler de Profane, puis je sais que peut-être dans la salle, il y a des gens qui connaissent, mais je veux quand même je vais quand même vous présenter le programme parce que Profane, c'est pas juste un programme de formation, c'est un peu plus large que ça. On se définit comme un programme de formation, mais on a d'autres activités en parallèle. Puis depuis les 4 dernières années, ces activités-là se sont vraiment multipliées. Fait qu'on va aller, je vais vous faire une petite présentation de Profane, puis après ça, je vais vous parler des enjeux que l'on vit actuellement, des défis de croissance que l'on vit avec Profane. Donc, Profane est né en 2015, donc Profane a pratiquement 8 ans aujourd'hui. Donc, c'est un programme qui commence à être ado. Vous verrez qu'il est ado, le programme. Donc, en 2015, c'était un petit enfant. Et donc, on était dans les locaux de Métadame. Donc, c'était vraiment un programme de formation par et pour les personnes utilisatrices de substances. C'était vraiment destiné à ce public cible-là. Le public cible s'est élargi avec la stratégie surdose en 2018 quand je suis arrivé comme chargé de projet Métadame. Et c'est ça qu'on a fait. Là, le premier jalon du Profane 2.0, c'était développer une formation à l'intention du milieu communautaire québécois, donc les personnes œuvrant dans les organismes communautaires. Donc maintenant, on est avec un programme de formation avec 2 formations, une formation destinée aux personnes œuvrant dans le milieu communautaire, mais aussi une formation qui est destinée aux personnes faisant usage des services des organismes communautaires québécois. Donc, on a rajouté un volet dans la formation pour les usagers, un volet RCR qui est donné par les formateurs profanes. On a aussi adapté notre offre de formation aux communautés autochtones, mais aussi aux communautés anglophones. On a ajouté à ça avec Michel Perrault un volet d'évaluation qui était là à l'époque, mais là qui s'est beaucoup qui a pris de l'ampleur finalement. Et on a pu ainsi faire vraiment une élaboration d'offres de services pour l'ensemble des 18 régions socio-sanitaires du Québec. On a fait, depuis le Profane 2.0, près de 160 formations à l'échelle provinciale. 16 des 18 régions socio-sanitaires ont été couvertes. Les 2 seules qui ne l'ont pas été, c'est le Nunavik et les Terres-Cris de la baie James. C'est près de 500 organismes communautaires qui ont été rejoints pour le programme, près de 2000 personnes formées. Si on ajoute les personnes du Profane 1.0, c'est plus de 3000 personnes qui ont été formées à ce jour. Puis 90% des personnes se disent satisfaits du programme. On a aussi développé différents outils didactiques qui sont en cours de finalisation, mais aussi on participe à plusieurs instances de concertation. On fait beaucoup de représentation pour défendre les droits des personnes faisant usage de drogue, mais aussi pour sensibiliser à la cause des surdoses, à la lutte aux surdoses. Et notre phase subséquence de développement, c'est la formation de formateurs. Donc, création d'outils, je n'ai parlé, participation des instances, développement d'une formation de formateurs. Donc, c'est vraiment le but, c'est de favoriser l'autonomie des groupes communautaires à la lutte contre les surdoses. Donc, un programme de formation pour la prise en charge des surdoses dans les milieux. Je vais trop vite, hein? Moi, je vais trop souvent vite. Ah oui, il peine, hein? Ça va dans le cubicule? Oui? OK, d'accord. Désolé. Donc, perspective d'implantation pour la formation de formateurs, ça a été vraiment, on a regardé les différents éléments qui pouvaient faire partie de cette formation de formateurs-là, avec différents partenaires régionaux, mais aussi institutionnels, du communautaire et de l'institutionnel. Et on attend toujours les financements pour le faire, je dois le mentionner. Donc, c'est un de nos défis de croissance, c'est qu'on voit qu'il y a un certain désengagement de l'État en ce moment par rapport à la lutte aux surdoses. On a une nouvelle stratégie, soit,
mais avec le même montant d'argent actuellement, donc un 15 millions année après année, mais on voit qu'il y a une exacerbation, la crise est exacerbée actuellement. On était dans un défi de croissance avec des enjeux transversaux. Là, on le voit que différents organismes dans les régions, mais aussi au niveau institutionnel pan-canadien, vivent un peu les mêmes choses. Donc, un contexte post-pandémique qui est difficile, des engagements de l'État, des surdoses exacerbées, des instabilités dans les milieux. Il y a aussi une très grande multiplicité des initiatives, ce qui est une bonne chose, mais parfois, il manque de cohésion dans tout ça et un manque de concertation flagrant. Donc, on ne sait pas trop vers qui se tourner pour prendre en charge là, cet aspect-là particulier, parce que pour qu'il y ait une cohésion à divers niveaux, échelle territoriale, il faut vraiment qu'il y ait une concertation. Et là, on voit un manque criant dans ça. On vit aussi des enjeux spécifiques. Nous, c'est le fameux développer, implanter, déployer. Donc, on doit se positionner à diverses échelles temporelles, ce qui n'est pas toujours évident avec des petites équipes. On a une structure organisationnelle et opérationnelle parfois déficiente par manque de ressources, mais aussi on avait besoin de faire un petit repli sur soi pour vraiment définir un cadre de référence du programme, puis vraiment définir notre organigramme et notre cadre de référence. Là, c'est en voie de finalisation. Toujours, dans ça, il y avait l'aspect de dire qu'il faut consolider une équipe permanente et comment qu'on fait pour faire de la rétention de personnel. Donc, on a développé différents outils pour le faire. Notamment avoir des horaires flexibles, avoir peut-être même, on parle en ce moment, là, je parlais avec des groupes communautaires ici nationaux, on pourrait peut-être même faire des prêts de services de personnel. Là, on est rendu dans des genres d'affaires de même. Le maintien et l'évolution de la gouvernance, c'était pas trop évident dans Profane parce qu'il y avait une multiplication des partenaires. Donc, on a voulu vraiment créer quelque chose qui était plus construit par rapport à ça. Et là, ça commence à... La mayonnaise pogne, là, je dirais. Et il y a vraiment un engagement des partenaires à travailler, à faire en sorte qu'il y ait une prise en charge plus grande de la prévention des surdoses, mais ce n'est pas un manque de volonté, c'est peut-être un manque organisationnel des fois, là, qu'on a un peu de la difficulté à s'organiser dans le temps. Il manque des paliers, là, aussi des échelles, je disais des échelles territoriales, peut-être aussi au niveau opérationnel. Là, il manque peut-être le niveau ministériel là, qui n'est pas toujours présent, quoi qu'il a été pendant un moment, mais tu sais, ça vient, ça va. Difficulté avec la synthèse, l'analyse des données, là, on le voit, je pense que ça est revenu encore une fois, là, on n'a pas de données en temps réel de la situation sur le terrain des surdoses, là, on ne sait pas trop ce qui se passe. La passation de l'expertise et des savoir-faire qui est toujours aussi un peu difficile parce qu'on est dans des perspectives différentes. Situation d'urgence, on est dans une situation d'urgence, là. Il y a du monde qui meurt, là. Moi, j'ai perdu des proches dans cette guerre-là. Et c'est un besoin grandissant actuellement. Il y a une forte demande pour de la formation, pour de l'accompagnement. Les groupes ils ont besoin qu'on aille à leur rencontre. Et nous, on est issus d'un par et pour, donc on veut faire une place prépondérante aux personnes avec un savoir expérientiel, pas juste dans la façon dans l'offre de service, mais dans tous les aspects organisationnels et de développement du programme. Donc voilà. Je suis correct, Bill? Bonjour tout le monde. J'ai des petits enjeux de hauteur de micro. Super. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. Je suis Marie-Ève Goyer, je suis un médecin de famille et bon, vous voyez plusieurs de mes chapeaux là ici à l'écran. Les deux chapeaux que je porte en ce moment, j'ai été co-responsable avec Michel Perrault de l'étude de faisabilité sur l'implantation du traitement agoniste par voie injectable au Québec et je suis médecin dans la clinique Relais où on a implanté pour la première fois ce traitement-là. C'est un peu ça l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer le chemin parcouru de la recherche à l'application clinique et quelques petits enjeux rencontrés sur le chemin. Alors, comme Michel l'a bien montré dans la chronologie, désolée, je parle vite moi aussi, je vais y aller doucement, je vais ralentir.
On a commencé par une étude de faisabilité. Je vous rappelle que le traitement par agoniste opioïde injectable, c'est un traitement qui était disponible en Europe depuis les années 95, bien démontré dans la littérature, donc basé sur la science et les évidences, mais qui avait fait l'objet, entre autres, de l'étude Naomi, qui avait été tenue à Vancouver et à Montréal, mais qui n'avait jamais abouti jusqu'à une implantation de type clinique. J'ai aussi envie de vous dire que les choses ont quand même bougé. En mai 2019, Santé Canada a approuvé comme un médicament, comme une indication, l'hydromorphone intraveineux, donc IV, c'est intraveineux. Autrement dit, c'est du dilodide injecté sous voie liquide et c'est reconnu pour le traitement agoniste opioïde. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'à l'heure où on se parle, c'est remboursé et c'est remboursé même dans les pharmacies communautaires. On a un problème d'accès, ce n'est pas toutes les pharmacies qui en ont, comment on le distribue, mais c'est quand même important que vous le sachiez. On a ouvert en pleine pandémie, je lève mon chapeau à tous mes collègues dans la salle qui ont porté ce projet à bout de bras, la clinique dans un projet préliminaire où on a transformé une petite salle dans la clinique Relais. La clinique Relais est une clinique qui est installée maintenant dans la clinique externe de l'hôpital Notre-Dame et on desservait déjà des patients en situation de précarité à qui on prescrivait les traitements par la bouche conventionnels. Cette option thérapeutique-là s'est rajoutée. Puis ce qui est agréable aussi de dire, c'est comme on est dans l'hôpital Notre-Dame, pour nos patients qui devaient être hospitalisés, il y avait une capacité de continuer le traitement pendant l'hospitalisation et même on est allé jusqu'à commencer le traitement chez certaines personnes qu'on attrapait à l'hôpital et pour qui le fait d'avoir accès à ce traitement-là facilitait le séjour hospitalier. Pensez à nos cas qui doivent avoir des fois 6 semaines d'antibiotiques intraveineux à l'hôpital, bien, ça aide d'avoir ce traitement-là quand vous êtes un consommateur de fentanyl. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que la diacétylmorphine, qui est de l'héroïne médicale, était historiquement disponible seulement via de l'importation suisse. Et on a maintenant un producteur qui est à Candiac. Donc, des fois, j'ai le goût d'y aller avec ma voiture chercher les traitements, qui produit. On a un producteur montréalais, mais qui distribue actuellement uniquement en Colombie-Britannique. Et c'est un enjeu. Et malheureusement, je dois vous dire aussi qu'un des grands enjeux qu'on a, c'est qu'on a dû fermer le traitement en octobre cette année, donc il y a quelques semaines, faute de personnel et par manque d'infirmières, parce que c'est un traitement qui est très, très énergivore en termes de ressources humaines. Vite, pour vous montrer et vous rappeler que les options pharmacologiques pour le traitement de la dépendance aux opioïdes se sont quand même bonifiées à travers les dernières années. On avait la méthadone depuis longtemps. On a vu apparaître la buprenorphine naloxone, qui est la Suboxone. Vous dire aussi que ce qui est nouveau, c'est qu'on a la formule, les capsules, mais on a maintenant un film qui peut être utilisé par la bouche. Et on a des implants. Donc, quelqu'un qui prend de la buprenorphine et qui va bien, on peut lui donner des implants. En fait, on peut lui donner des injections à tous les mois. On n'a plus besoin d'aller à la pharmacie. Et on avait des implants qui, malheureusement, la compagnie pharmaceutique a décidé d'arrêter la production. On vient tout juste d'apprendre ça. Donc, nos patients sous implants, on est en train de chercher des solutions. Le Cadian a fait son apparition, la morphine 24 heures. Grand soulagement pour plusieurs de nos patients qui étaient tannés de la méthadone, qui avaient beaucoup d'effets secondaires. Et vous voyez un approvisionnement plus sécuritaire, habituellement sous forme de comprimés de dilodide, et les traitements agonistes injectables, dont l'hydromorphone et la diacétylmorphine dont on vient de parler. À qui on prescrit les traitements injectables? Habituellement, on les prescrit à des gens qui s'injectent des opioïdes et qui ne sont pas confortables avec les traitements conventionnels, qui ont des échecs sans arrêt ou qui continuent de consommer malgré les traitements conventionnels. 2 molécules, je l'ai dit, échec au traitement, c'est un traitement très structuré où la personne doit venir s'auto-injecter elle-même le produit pré-préparé dans des seringues et elle vient 2 à 3 fois par jour et on lui sert un traitement par la bouche pour la soirée pour pas qu'elle tombe en sevrage.
plus ou moins de l'approvisionnement plus sécuritaire entre les injections. Qu'est-ce que c'est les enjeux rencontrés depuis la dernière année-ish? Bien, la première chose, et je pense que ce sera pour nous tous en clinique, l'enjeu de l'heure pour les prochaines années, la disponibilité de personnel, spécifiquement la disponibilité des infirmières. Ça nous amène même à des enjeux éthiques. Qui sont les patients qu'on va vouloir prioriser? Et ici, vous avez une intervention très lourde, très complexe, très énergivore en temps infirmier. Est-ce qu'on veut vraiment mettre notre temps là-dessus ou est-ce qu'on veut ouvrir la porte à d'autres personnes qui pourraient recevoir de la méthadone? Où est-ce qu'on place nos billes dans un contexte de rareté des ressources? Ça fait des années qu'on parle de ça. Mais là, avant, c'était un manque de prescripteurs, c'est encore vrai. Et là, on commence à avoir un manque d'infirmières. C'est une très lourde procédure. Là, imaginez-vous, vous avez des hautes doses de narcotiques à doses qui pourraient tuer un cheval pour certains patients. Donc, il y a toute une procédure très, très fastidieuse qui complique quand même un peu la vie, puis qui fait aussi en sorte qu'on n'a pas de modèle encore où ce seraient des pharmacies communautaires qui donneraient ces seringues-là. On commence à avoir des coucous de la Colombie-Britannique où on voit que chez des patients stables, sous traitement injectable, il peut avoir des doses emportées dans les pharmacies et probablement que c'est vers ça qu'il faut tendre si on veut pouvoir démocratiser cette pratique-là. Mais, encore une fois, vous avez une dose à portée très élevée d'un narcotique sous voie injectable que vous laissez partir dans la communauté. Donc, vous imaginez bien les réticences qui peuvent venir avec ça. Les études qu'on a et en Suisse et en Europe, le traitement injectable n'a pas été fait dans un contexte de fentanyl et d'hypertolérance, ni dans un contexte d'approvisionnement plus sécuritaire. Ce qu'on semble voir se dessiner, c'est que premièrement, on a vraiment de la misère à aller chercher la tolérance complète de nos patients, même avec l'injectable, mais aussi cette lourdeur-là. On n'est pas le Downtown Eastside à Montréal, ni au Québec. Nos patients ne sont pas concentrés dans une petite région géographique. Alors, c'est un peu lourd pour les personnes de dire « je vais venir 2 à 3 fois par jour de façon régulière ». Et souvent, les patients vont dire « je préfère que tu me prescrives quelques Dilaudid à emporter en comprimé, puis ça me donne plus de souplesse pour vivre ma vie ». Donc, nos traitements, et c'est l'historique du TAO, sont souvent tellement contraignants qui ne permettent pas aux personnes de passer à d'autres choses dans leur vie. Et donc, comment est-ce qu'on va viser la démocratisation d'un traitement comme ça qui est compliqué dans le contexte qu'on vous dit actuel, mais aussi dans un contexte où on voit la tolérance aux opioïdes partout au Québec monter. Et on est en train de perdre la bataille avec nos molécules par la bouche. Ce n'est pas suffisant. On donne de l'approvisionnement plus sécuritaire, ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va se retourner de bord comme communauté pour aller chercher ces personnes-là? Et ce qu'on entend beaucoup des communautés d'usagers, de CAPU, de l'AQPC, de Métadam, c'est peut-être que vous ne nous offrez pas la bonne molécule. Si c'est du fentanyl qui est consommé, peut-être que c'est du fentanyl qu'il va falloir regarder comment on peut offrir cette molécule-là pour vraiment rencontrer la tolérance, vraiment rencontrer les besoins des personnes. Mais évidemment, là, on est vraiment ailleurs et on est hors études. Donc, est-ce qu'on est prêt et comment on va se rendre jusque-là? Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous ai mis certains documents qui ont été faits par le CRISUM, par le Collège des médecins et des références pour ceux et celles qui auraient envie de s'intéresser à l'implantation, faites-nous signe. Et tous les documents ont été mis là, sur le site Internet de l'ESCODI, tous les documents qui sont utilisés normalement en clinique. Alors voilà, merci beaucoup. Un grand merci à nos présentateurs qui ont fait un effort particulier pour faire le tout. Et bravo, vraiment bravo d'avoir tout ramené en 8 minutes. Et malheureusement, bravo aussi pour les traducteurs. Si j'en vois, il y en a encore 2 qui sont survivants. Maintenant, on a fait l'exercice rapide, c'est pour avoir une place pour les échanges et les questions de l'auditoire. Et
là, je vous invite, c'est une occasion qu'on a d'avoir, en fait, on a à la fois un médecin qui travaille sur les traitements avec les molécules, jusqu'à Guillaume qui travaille dans un groupe de pairs qui font de la formation et l'intervention sur les surdoses, la prévention. Puis Léonie qui fait de la recherche sur les profils. Je pense que c'est un panel parfait pour soumettre des questions et des échanges. Il y a beaucoup d'enjeux qui ont été mentionnés au cours des 3 présentations. Je vous invite et je vous menace, si vous n'avez pas de questions, moi je vais en avoir, et vous allez tellement regretter de ne pas avoir posé vos propres questions que, en fait, je vous permets d'y aller et on va regarder, peut-être tu peux regarder sur le chat s'il n'y a pas de questions. Chat tes questions pendant que je regarde ici. Il y a un micro là-bas, si quelqu'un ose s'avancer. Merci. Il y a un micro derrière. Et là? Bon, moi, je n'ai pas de champ de pavot de mon jardin, mais je viens de Suisse. J'ai travaillé 15 ans au programme d'héroïne. Je ne peux que regretter que vous ne l'ayez plus. Mais ça, ce n'est pas la chose intéressante. Pendant le Covid, on a commencé à autoriser les patients à prendre des seringues de diacétylmorphine à la maison. Ça a très très bien fonctionné. Cette question autour de venir 2 fois par jour au centre, c'est non seulement extrêmement astreignant, mais en plus de ça, avec le vieillissement de la population, la difficulté de mobilisation, ça pose d'autres questions pour la suite aussi. Une personne sous diacétylmorphine à 75 ans ne va pas pouvoir venir 2 fois par jour au centre. Il y avait beaucoup de, avant le Covid, il y avait beaucoup de fantasmes autour de emporter une seringue de diacétylmorphine et qu'elle se retrouve sur le marché noir. Ben, ça s'est pas produit en fait. Je peux pas dire que ça s'est jamais produit, mais ça s'est pas produit. Il n'y a pas eu de grandes difficultés par rapport à ça. Et maintenant, ça a été autorisé par notre ministère de la Santé de continuer ce modèle-là. Donc, je pense que vous avez les liens possibles avec nos collègues médecins qui travaillent dans ce programme et ça vaudrait vraiment la peine. D'autre part, ce que je voulais apporter aussi, c'est qu'il y a en Suisse, c'est beaucoup d'associations qui s'occupent de ce programme. À Genève, c'est un hôpital universitaire, à Bâle aussi, mais sinon, c'est des associations qui ont très peu de moyens, avec des ouvertures extrêmement courtes pour la disponibilité de la remise du traitement. Et je pense que c'est aussi des modèles qui peuvent être intéressants si vous avez des difficultés à recruter, si vous avez des difficultés à motiver les gens. Moi, j'ai rencontré un centre tout à l'opposé de Genève qui avait une ouverture de 4 heures par jour. Il faisait 2 heures le matin, 2 heures le soir pour la diacétylmorphine et basta. Après, il faut réfléchir sur qui prescrit, qui prend en charge d'autres problématiques. Mais disons qu'au niveau de travail infirmier, ils ont réduit au maximum. Donc voilà, il y a aussi des centres qui ferment les week-ends, par exemple, et qui donnent des substitutions le week-end. Donc voilà, je me dis juste qu'il y a des modèles là. C'est tout. Ben, je peux peut-être juste commenter là-dessus. Merci, c'est super intéressant. Puis, ben, effectivement, au Québec comme au Canada, il y a eu vraiment plusieurs barrières à l'implantation. Je pense qu'il est intéressant aussi en tout cas, je recule un peu de quelques pas, mais ce qui est quand même intéressant de nommer, c'est à quel point, en dépendance, on tarde à implanter des interventions qui sont basées sur la science et qui sont démontrées depuis des années. Bon, vous m'entendez souvent radoter là-dessus, mais je veux dire, le jour où j'ai un traitement aussi efficace que la diacétylmorphine injectable en cancer et que je ne l'implante pas, les gens déchirent leur chemise, c'est inacceptable au niveau sociétal, je perds presque mon permis comme médecin, alors qu'en dépendance, c'est l'inverse.
il y a vraiment quelque chose de particulier où la science n'est pas suffisante. C'est réducteur, là, ce que je vais dire, mais moi, je pense qu'il faut qu'on commence à dire, tu sais, là, c'est l'insuline du diabétique, là. Je veux dire, c'est tout. Arrêtez de capoter avec ça. Quand vous êtes diabétique puis les traitements par la bouche ne fonctionnent plus, on donne de l'insuline en injection. L'infirmière du GMF sait quoi faire. Le médecin sait quoi faire. Un médecin qui ne prescrit pas d'insuline puis qui refuse de prescrire de l'insuline, ça ne se voit pas. Un pharmacien qui refuse de distribuer de l'insuline, ça ne se voit pas. Donc, il faut en faire le diabète de façon que ce soit quelque chose de commun, mais ça démontre à quel point c'est pas juste une affaire de science, c'est que l'éléphant dans la pièce, c'est quand même gros au niveau du stigma. Mais je pense que tout au début du congrès, on parlait de stigma. Diacétylmorphine, le problème, c'est que c'est justement le terme qu'on utilise, héroïne médicalisée. Héroïne, ça a des associations avec du plaisir, avec le côté on fait rien de la journée. Et c'est pas vrai. On voit bien les patients qui sont sous diacétylmorphine. Au bout d'une demi-heure, ils repartent, il y en a qui travaillent, etc. Donc je pense que c'est aussi travailler sur les représentations. C'est-à-dire que la science peut nous donner, et comme vous dites, on l'a déjà, ces études ont été faites. Par contre, travailler sur la représentation, ça c'est important, et même dans le milieu des addictions, parce que ce que moi je peux constater pour avoir travaillé dans un centre qui était mixte en TAO, même les méthadoniens étaient considérés comme meilleurs que les diacétylmorphiens. C'était ridicule. On a beaucoup plus de résultats positifs avec la diacétylmorphine qu'avec la méthadone. Juste pour terminer cette question-là, je pense que on peut faire le choix d'y aller, tu sais, la réduction des méfaits a un volet humaniste, de tous les êtres humains ont droit au meilleur traitement. Bon, si ça émeut pas le public devant nous, on peut y aller d'une approche très, très pragmatique. Ça fonctionne et ça réduit les coûts. Point barre. Donc, peu importe la branche sur laquelle on décide d'y aller, si on est dans un auditoire où le volet droit à la santé et droits humains ne fonctionne pas, ben peut-être qu'on peut aller vers quelque chose de très, très pragmatique. C'est evidence-based, ça coûte moins cher, ça réduit la criminalité, ça réduit la mortalité, ça réduit la morbidité, ça fonctionne. Merci. Je profite de l'occasion pour mentionner qu'on a affiché à l'écran les commentaires et questions. D'ailleurs, en réponse aux commentaires là, de Félix-Antoine Guérin, merci d'abord pour votre commentaire, votre mise au point. Je profiterai juste de l'occasion pour dire que si l'un d'entre nous quatre a laissé croire par un propos maladroit que on ne reconnaissait pas la gravité de la crise des surdoses au Québec. Ce n'est pas le cas. Ça devait être une maladresse parce que oui, on reconnaît toute l'ampleur de la gravité de cette situation-là. Alors, j'espère qu'on n'a pas dit quelque chose qui laissait croire le contraire. Si oui, ben excusez-nous, c'était un accident. Et aussi, en réponse donc à la personne de Shawinigan qui pose la question sur la différence entre les gens vivant en milieu urbain et rural, je vais présumer que c'était en lien avec ma présentation sur les profils. Donc, en fait, on a fait le gros de la recherche ici à Montréal parce que c'est une première étape de recherche, mais on a fait des entrevues exploratoires en Abitibi-Témiscamingue et en Montérégie-Ouest aussi pour aller voir si on devrait élargir justement l'étude vers d'autres milieux périurbains et ruraux. Alors, c'est en processus et peut-être que ça va déboucher vers d'autres projets de recherche pour ces milieux-là. Je plaide coupable pour la question du mot crise. Au début, c'est parce que le vocabulaire utilisé par la santé publique, ce n'est pas crise, parce que ça se définit en termes de l'amplitude de la courbe. Mais on s'entend que dans le langage familier, on peut parler de crise parce qu'à 300-400 décès par année, c'est pas mineur comme problème, mais j'ai mis crise en guillemets dans mon langage pour respecter le vocabulaire qui est utilisé ici au ministère. Et c'est probablement ça qui a irrité cette personne et je la remercie d'avoir amené cette précision. On travaille dans ce milieu-là, on travaille pour essayer d'améliorer la situation. Croyez-le, il n'y a aucun de nous qui est pas sensibilisé à cette question-là puis qui voudrait la banaliser d'aucune façon. Alors,
est-ce qu'il y aurait d'autres... Oui, Louise Nadeau, que peut-être tout le monde connaît, qui est... Je voudrais peut-être juste d'abord faire la suite à ce que Dr Goyer vient de dire. Ça fait 50 ans que je fais ce métier et on a traduit un livre de 1561 sur le jeu. Et ce qui ressort de tout ça, c'est la constante stigmatisation qui a lieu. Et c'était passionnant d'entendre Magali Dufour ce matin qui s'est mise à espérer que la cyberdépendance ne devienne pas stigmatisée à la suite des autres addictions. Et la seule façon que j'ai trouvé de retourner ça dans ma tête, c'est de dire que quand il y a un trouble auto-infligé, alors les gens se retournent et utilisent le modèle moral pour dire que c'est mal, alors que on a réussi pour les autres maladies. Votre exemple était le diabète, ça pourrait être les maladies cardiovasculaires, où on sait qu'il y a des facteurs de risque auto-infligés, c'est connu, mais on fait l'impasse là-dessus pour choisir de voir les problèmes d'addiction. Et là, je m'inscris dans tout le spectre des problèmes d'addiction pour considérer qu'ils sont auto-infligés. Je ne sais pas trop ce qui se passe pour la schizophrénie, qui quand même rejoint 1% de la population, équivalent homme-femme sur toute la planète. J'ai comme l'impression que certaines sociétés ont réussi à le définir comme une maladie, d'autres pas. Mais cette notion de percevoir que c'est auto-infligé, c'est assez remarquable. Et les travaux en neurosciences, les récents travaux en génétique nous ont permis de comprendre qu'il y a des vulnérabilités individuelles spécifiques et qui rendent certaines personnes plus vulnérables. Depuis les travaux remarquables de John Bowlby, on sait très bien que négligence et abus, ça aide pas. Et on vient de redécouvrir les états de stress post-traumatique, alors qu'on savait très bien qu'ils étaient là et depuis longtemps. Les gueules cassées après 14-18 l'indiquaient très clairement, et on commence à comprendre qu'il y a automédication, mais que on a fait l'impasse là-dessus et je ne comprends pas pourquoi, mais 50 ans plus tard, on se retrouve avec la même situation, puis je viens de parler à cet avocat qui a quitté parce qu'il était trop déprimé, de Letellier de Saint-Just, maître Letellier de Saint-Just, puis je pense qu'on se heurte à cette difficulté. Il faut peut-être commencer à le nommer comme cela, à commencer à dire ce n'est pas parce qu'on le perçoit comme auto-infligé, que c'est différent d'une maladie cardiovasculaire, d'un cancer ou d'un autre trouble. Voilà. Michel, j'ai peut-être juste envie, en fait, de vous retourner la question parce que ce que Louise Nadeau vient de dire, pour moi, c'est ça, le futur et le présent, en fait, là. Moi, je sors du congrès de INSHU, qui est le International Network for Drug Users, puis c'est exactement le même constat. Autrement dit, on a de la science maintenant, on a des données, on sait ce qu'il faut faire, ça fait des années qu'on le dit. On n'a plus rien à se dire à la limite, là, dans le sens où ce qu'on aurait à faire, on le sait, puis on n'est pas capable de le faire, on manque de sous pour le faire, on manque d'appui à divers niveaux pour le faire, et ça demeure quelque chose qu'on peut toujours mettre dans le placard. Moi, j'ai envie de vous retourner la question, then what? Parce qu'on aura bien beau se parler de toutes les belles affaires, si on n'est pas capable de les faire, si on manque de personnel, si on manque d'argent, si on manque de... Comment est-ce que, comme communauté, on va réussir à se sortir de ce stigma-là ou se sortir de cette chape de plomb-là, effectivement, qui nous empêche de rendre disponibles les meilleurs traitements, les meilleurs soins et services pour les personnes qu'on dessert? Je pense que la première chose à faire, c'est de confronter les organismes de recherche et les organismes de santé sur l'écart qui existe entre les subventions
qu'on accorde aux maladies cardiovasculaires et au cancer et celle que l'on accorde à l'ensemble des troubles mentaux, et j'inclus là-dedans les addictions. Mais quand on regarde la dépression, qui atteint de façon significative un nombre important de Canadiens et qui est la principale cause pour laquelle les employés se déclarent en congé de maladie, ce qui est devenu un fléau, c'est peut-être une des voies d'avenir. Mais les écarts entre les budgets sont absolument la base et valident la stigmatisation. Oui, Guillaume? 10-4, oui. En attendant, parce que ça peut être long, les budgets, j'en connais quelque chose, d'impliquer, puis ça on le dit, puis on le redit, puis je vais encore le redire parce qu'il faut le faire. Il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. D'impliquer les personnes concernées qui vivent la problématique dès le départ, pas à la fin, pas dans le milieu, dès le départ, ça déconstruit des préjugés, ça déconstruit des présupposés, puis ça améliore l'efficacité de nos actions. On le voit, nous, dans notre programme Profane, on le voit aussi dans d'autres types de projets par épaule. Loin de là, moi, l'idée là, de faire l'éloge du par épaule, je vais juste dire les personnes concernées, parce qu'on parle de patients partenaires dans certains milieux. Dieu sait qu'ils sont impliqués à un certain moment, puis des fois instrumentalisés. Les impliquer véritablement dès le départ. C'est pas facile, là. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose de facile. C'est compliqué, c'est plus long des fois, parfois, c'est des allées et venues, mais on voit un résultat concret sur le terrain, puis on crée des alliances, puis on déstigmatise en faisant ça. J'ajouterais aussi un autre élément pour en ajouter sur ce que Mme Louise Nadeau disait en termes de confrontation. On parlait de confronter les budgets destinés, par exemple, aux maladies physiques par rapport aux troubles de santé mentale, mais aussi, je pense que des fois, il faut peut-être commencer à confronter comment je dirais bien ça? Il y a une incohérence entre ce qu'on sait, les données probantes pour traiter différentes conditions, différentes comorbidités associées aux troubles de l'usage des opioïdes et l'accessibilité et l'argent qui est investi dans l'utilisation de ces données probantes. Et là, ce que je veux dire, et je m'explique, là, c'est qu'on sait qu'une proportion très élevée, par exemple, des personnes qui ont un trouble de l'usage des opioïdes ont aussi des troubles de santé mentale et des troubles de douleur chronique. On sait que pour, par exemple, traiter la douleur chronique, il faut avoir accès à des traitements non pharmacologiques qui sont très difficiles d'accès, très chers, pas couverts dans plusieurs cas. Et donc, on a des données probantes, mais on n'a pas les services qui vont avec. Alors, je pense que ça, c'est aussi un enjeu qu'on doit adresser. Oui. Excusez-moi, je prends des notes. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, questions, commentaires? Dans ce cas-ci, est-ce que je peux me permettre juste de lancer une autre question? Ce que tu viens de dire, Léonie, c'est il faut aller au-delà de l'intervention par une molécule. Ce que tantôt tu disais, Marie-Ève, c'est on est dans une surenchère de molécules. On est limité. Et on cherche une nouvelle molécule qui va être encore plus puissante que la plus puissante qui va envahir le marché. Alors, dans cette surenchère de molécules, c'est comme si on est en train d'évincer qu'est-ce qui fait que les gens consomment. On prend pour acquis que ça va de soi qu'ils consomment puis qu'ils doivent poursuivre leur consommation. Puis là, on va essayer de faire de la réduction des méfaits dans ce contexte-là. Ce que les gens à Profane font, c'est qu'ils forment des usagers, des personnes qui font usage de drogue, à exercer un rôle qui est pas mal plus gratifiant, qui est celui de secouriste. Ils prennent une journée puis ils forment des secouristes. Puis comme vous avez vu,
C'est un groupe de pairs qui en a formé plusieurs milliers. Et ce que nous, on a fait comme chercheurs, on a examiné c'était quoi l'impact que ça exerçait, c'est que ces gens-là, ça change leur perception d'eux-mêmes, puis spontanément, il y en a le tiers qui nous disait que ça avait changé quelque chose dans leur consommation. Alors, ma question, puis je m'excuse, Maud, ma question, c'était, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder ailleurs que, un peu comme tu suggères, Léonie, que juste dans l'intervention qui est basée sur des molécules, parce qu'on a l'air de perdre la guerre, même si on a des autorisations, des transformations de pratiques qui nous aident à court terme, mais qui semblent vouées à l'échec avec toutes les nouvelles générations de substances qui arrivent. Ça, c'est une question que je lance en débat, puis après, on va revenir à cette intervention. Oh, il reste 2 minutes. Mais là, c'est à mon tour de faire une excuse publique si vous avez compris de ma bouche que je pense que la molécule est suffisante. Alors, loin de moi, au contraire, je pense, et pour être clair, que les traitements pharmacologiques, spécifiquement dans un contexte d'opioïdes, sont tout simplement une défaite et une excuse pour aller avoir un premier contact et permettre à la personne un certain degré de confort pour pouvoir offrir une panoplie d'autres traitements. Après ça, cette réflexion-là que tu nommes, elle est vraie et elle est vraie en dépendance, mais elle est aussi vraie en douleur chronique. Reconnaissons quand même effectivement qu'on est dans un contexte où il semble avoir une vision où les médecins puis la pharmacopée va régler l'ensemble des problèmes. Puis je vous le dis tout de suite, on n'a pas ce super pouvoir-là. On aimerait bien ça, mais ça ne marche pas pantoute. Et donc, je pense à, par exemple, la vision qu'on a en douleur chronique, la vision qu'on a en dépression, la vision en dépendance, ça me semble quand même un peu moins vrai, mais peut-être que je me trompe, où on lance cette idée-là, et du côté médical, mais et du côté des personnes en traitement aussi, que la substance, qu'elle soit licite ou pas, la prescription va régler une problématique comme la dépression et la douleur chronique, qui sont des problématiques hyper complexes. Donc, bien sûr que si on fait juste avoir une approche pharmacologique, bien, on passe complètement à côté de la traque. Merci. On va prendre une dernière intervention. Mais ça donne suite, c'est une question que je me suis posée depuis 2 jours, parce qu'au niveau non pharmacologique, par exemple, on va favoriser l'accès à la substance en donnant des bourses de 60 000 $ aux infirmières pour devenir IPSSM, IPSPL, donc pour pouvoir faciliter l'accès aux molécules. Par exemple, on ne donnera pas une bourse de 60 000 $ au travailleur social qui veut aller faire une formation une maîtrise pour devenir psychothérapeute. Pas plus pour l'infirmière en dépendance qui voudrait devenir psychothérapeute pour pouvoir adresser les traumas. On ne donnera pas une bourse de 60 000 $ à des professionnels en dépendance pour aller devenir physiothérapeute ou ergothérapeute et pour pouvoir continuer à évoluer dans la pratique en dépendance et pouvoir combler des services qui ne sont pas là. Merci. Là, à ce moment-ci, il faudrait que j'ai une phrase qui ramasse tout puis qui a l'air intelligente et brillante. J'en ai pas, mais je vais vous proposer quelque chose. Quand on regarde il y a 4 ans où on était, et où on était encore dans les études de faisabilité puis d'examen, de profil et tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont changé dans les 4 ans, spécialement en ce qui touche les opioïdes. Aujourd'hui, on nomme les choses, puis on est à une autre étape, et même on regarde qu'est-ce qui a été fait, mais qui n'était pas suffisant, puis jusqu'où il faut aller. Et donc, on est quand même sur une lancée. Et je pense qu'il faut garder espoir que dans tout ce qu'on a réussi à brasser, les nouveaux défis, bien, on a les outils pour s'y frotter, et on est capable de faire dans 4 ans un compte-rendu qui va être basé probablement sur les nouveaux défis. Et moi, je suis très heureux de ce qui a été fait, au moins jusqu'ici, puis j'aimerais tous vous remercier et aussi chasser la mauvaise idée qu'on aurait pu transmettre qu'on n'est pas sensibilisé ou qu'on n'est pas investi, parce qu'au contraire, on y croit vraiment. Alors, merci beaucoup à tous.